Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence de la Cité de la Réussite. Pour une édition un peu spéciale, parce que vous l'avez compris avec cette vidéo, c'est celle des 30 ans. Et ils ont décidé de placer cette édition des 30 ans sous le signe du temps, avec cette expression, cette phrase un peu particulière qui est de prendre le temps. Et donc moi, lorsqu'on m'a annoncé cette thématique, j'ai presque instantanément pensé, vous savez, à cette phrase de Pascal qui nous dit « Nous ne tenons jamais au temps présent ». Et pour lui, notre condition humaine est tragique parce qu'on est soit confronté à la nostalgie du passé, soit dans l'attente d'un futur qui généralement est angoissant. Il faut bien reconnaître malgré tout que s'il y a un domaine dans lequel le futur peut être angoissant, c'est celui de la transition écologique. Et à mon sens, il est angoissant au moins à 2 égards. Tout d'abord parce que pour tous ceux qui ont réellement pris conscience de ce qui se joue, nous avons peur de manquer de temps. Manquer de temps pour mettre en place les mesures et les réformes drastiques dont nous avons besoin si nous ne voulons pas rendre la Terre petit à petit inhabitable et la faire mourir à petit feu. Mais je pense que l'angoisse, elle est créée aussi
de ces mesures radicales, puisqu'on se demande quelles en seront les conséquences sur nos vies. Est-ce que cette transition écologique va se faire au prix du bien vivre et du bien-être? Est-ce qu'elle va renforcer la division entre ceux qui peuvent, ceux qui pourront, parce qu'ils ont les moyens financiers, ou ceux qui seront tout simplement empêchés de quoi que ce soit? Est-ce que cette transition va se faire au prix d'une écologie punitive, comme peuvent le dire certains? Alors assurément, si nous souhaitons une transition juste, ce n'est pas par là qu'il faut aller, donc ce ne sera pas le débat d'aujourd'hui, et précisément nous allons nous poser la question inverse, c'est-à-dire comment mettre en place une transition à la fois écologique et sociale, parce que je pense que c'est de cela dont il s'agit, c'est-à-dire créer les conditions d'un système qui soit économique et politique, qui respecte les limites de la biosphère et qui nous permet de vivre bien. Et pour en discuter aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Camille Landé. Je commence par vous. Vous êtes économiste, professeur à la LSI, membre du CAE, donc le Conseil d'analyse économique qui est présidé par le Premier ministre. Que dire, votre écrit le plus connu, sûrement, c'est ce livre pour une révolution fiscale, un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle, que vous avez coécrit avec Thomas Piketty et Emmanuel Saez au Seuil en 2011, je pense. Et vous avez reçu le prix du jeune meilleur économiste du Cercle des économistes en 2016. À nos côtés également, Naïdia Maïzi, vous êtes mathématicienne aux Mines Paris PSL. Vous dirigez là-bas le Centre de mathématiques appliquées des Mines Paris Tech, où vous avez également fondé la chaire de modélisation et de prospective au service du développement durable en 2008. Et enfin, et non des moindres, vous êtes l'une des principales autrices du 6e rapport du GIEC. Merci à tous les deux et bonjour à vous. Je vais effectivement vous laisser prendre le micro si c'est capté. Alors, peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle des mots, avant qu'on rentre réellement dans le débat. Est-ce que pour vous, transition juste, c'est un mot juste, précisément? Est-ce que c'est une expression correcte? On sait qu'elle a été définie, on sait qu'elle a été posée, mais est-ce que ça correspond plus ou moins à ce que j'ai proposé en introduction, c'est-à-dire créer les conditions d'un système à la fois économique et politique qui nous permettent de vivre en respectant les limites de la biosphère et de bien vivre, ou est-ce que, pour vous, il y a d'autres éléments à ajouter? Je vais commencer peut-être par vous, Camille Landé. Bonne question, celle des mots. L'expression, elle a au moins le bon goût de mettre en avant les deux dimensions qui sont vraiment incontournables. La première, c'est voilà, l'idée de transition. Il faut vraiment qu'on change quand même un peu de modèle. On reviendra, je pense, un peu sur ce que ça requiert. Et je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer à outrance les coûts que ça représente. C'est-à-dire que ça représente des coûts, mais des coûts qui ne sont pas insurmontables vis-à-vis de ce qu'on a vécu historiquement dans plein d'autres épisodes de développement ou d'épisodes historiques. Donc ça, c'est important. Donc transition, c'est pas mal. C'est-à-dire que, oui, c'est un peu une révolution, mais on peut la faire advenir relativement rapidement et de manière beaucoup plus tranquille que beaucoup d'autres révolutions qu'on a vues en termes de nos modèles de développement dans le passé. Et juste... Oui, c'est-à-dire qu'on on voit bien que s'il n'y a pas une forme d'égalité, ou en tous les cas de justice dans la répartition des coûts de cette transition, elle n'adviendra tout simplement pas. Donc voilà, elle est juste, cette transition, parce que si elle n'est pas juste, il n'y aura juste pas de transition du tout. Donc de ce point de vue-là, elle a, à mon avis, le mérite, cette expression, de capturer assez bien la réalité des enjeux. Naïdia Maïzi, vous qui êtes dans des sciences plus fondamentales, on va dire, est-ce que pour vous aussi, cette expression, elle est correcte, ou est-ce que vous aimeriez y rajouter quelque chose? Alors, le terme de transition, c'est un terme qui, en fait, englobe des concepts qui peuvent être très différents, suivant justement les disciplines dans lesquelles on est, ou suivant la compréhension que vous donnez au terme. Ça peut faire référence à crise, parce que c'est la première fois que ça a été utilisé pour essayer de maquiller la crise du pétrole, la première crise, et pour enlever l'effet anxiogène, on a utilisé ce terme de transition. Ça fait parfois référence à transformation. Les transitions, les historiens leur donnent des représentations très différentes. Il y a toute l'école de Jean-Baptiste Fressos qui dit qu'il n'y a pas de transition, il n'y a pas eu de transition, puisqu'on a plutôt assisté à une addition de vecteurs énergétiques.
pour ce qui concerne simplement l'énergie. Et puis il y a d'autres historiens comme Mathieu Arnoux qui lui dit que si on regarde dans le Moyen-Âge, en fait il y a plein d'exemples d'endroits très concentrés, de petits royaumes dans lesquels on peut avoir eu des transitions très harmonieuses de déploiement de ressources économiques et de développement en fait des populations de manière juste, justement. Et donc je trouve que ce terme, en fait, il peut avoir du sens, mais il est, de mon point de vue, très galvaudé, en tout cas dans l'usage qu'on en a aujourd'hui, parce qu'à force de parler de transition, et notamment dans le cadre du GIEC, on a bien relevé que malgré toutes les actions climatiques qu'on pouvait relever, en fait, il n'y avait pas de conséquences qui permettaient de réduire la tendance haussière aux émissions de gaz à effet de serre. Donc à force d'en parler, on a l'impression que c'est là, mais en fait, ça n'a toujours pas débuté. Donc moi, je dis la transition, oui, on peut utiliser ce terme, mais il faut être bien conscient que tout est à faire. Et je l'associerais plus à l'idée qu'on doit passer d'une phase carbonée dans laquelle on est aujourd'hui à une phase décarbonée dans laquelle il faut aller très vite pour rester dans les objectifs qui nous permettraient d'avoir le moins de conséquences possibles ou d'impact possible liés au changement climatique. Et c'est un terme qui, de mon point de vue, est totalement inclus parce qu'il n'y aura pas de transition si on ne prend pas en compte les limites physiques et puis le côté multi-échelle et multirégional de la planète. Donc pour moi c'est intégré, mais si c'est mieux de le rajouter, on peut le rajouter. Eh bien, merci. Vous venez de nous le dire, cette transition, elle va être multiscalaire et cette transition, il faut qu'elle démarre justement. Mais avant d'agir, on a besoin de savoir, que ce soit en politique ou en prospectif, on a besoin de savoir d'où l'on part. Et donc je vais continuer avec vous, Nadia Maïdi, puisque j'aimerais savoir en quoi constitue ce travail que vous effectuez avant vos modélisations. Et puis je veux aussi en profiter pour ajouter une deuxième question. Comment est-ce qu'elles sont reçues, comment est-ce qu'elles sont accepter ces modélisations, puisque certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, ou d'autres l'ont lu en fonction de l'âge. Lorsque le rapport Meadows est sorti en 1972, il a été attaqué de manière très véhémente, et aussi pour cela, pour ces modélisations mathématiques. Je vais juste vous lire un petit extrait d'un article du New York Times qui est paru en 1972, donc quelques temps à peine après l'apparition du rapport Meadows. Trois auteurs qui étaient influents à l'époque, Peter Passel, Mark Roberts et Leonard Ross, donc juristes, économistes, qui avaient facilement accès au New York Times. Et voici ce qu'ils disaient: les limites de la croissance, donc le titre de l'ouvrage. Et selon nous, un ouvrage vide et trompeur, son imposant appareil de technologie informatique et son jargon des systèmes dissimulent des hypothèses arbitraires. Il les mélange au shaker et en sort des conclusions arbitraires qui ont l'apparence de la science. Ce livre ne se résume non pas à une redécouverte des lois de la nature, mais comme une redécouverte de la plus ancienne maxime de l'informatique, garbage in, garbage out. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, ça veut dire on met des données hasardeuses et on en sort forcément des résultats relativement hasardeux. Est-ce que vous êtes toujours confronté à ce genre de remise en question dans vos travaux? Alors, vraiment par rapport à ce que vous venez de mentionner, je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que quand on utilise des modèles, que ce soit des modèles mathématiques ou des modèles économiques, et qu'on cherche à parler de cette dimension planétaire qu'on essaye de représenter, le postulat, c'est que ce qu'on fait, c'est faux. Et moi, ça, je l'assume complètement. C'est-à-dire que, effectivement, comment représenter la complexité du monde dans lequel on vit, sachant qu'on est nous-mêmes pas capable de la décrire très explicitement. Donc je pense que malgré tout la critique est totalement déplacée, puisque le travail qui a été réalisé autour des Meadows dans le cadre du Club de Rome, c'était pour moi la première tentative de modélisation mathématique des effets de la croissance sur le long terme. Et bien sûr, c'est une vision simplifiée qui a été utilisée, mais dans un cadre prospectif, et je pense que ça c'est important de le préciser, c'est-à-dire dans cette idée qu'il est intéressant, quand on n'arrive pas à appréhender quelque chose, à essayer de proposer des visions du futur les plus larges possibles pour mieux s'orienter.
Et je pense que c'est ce qu'ils ont réalisé de manière assez exemplaire, avec une simplicité de leurs hypothèses, avec des systèmes dynamiques et la théorie du contrôle derrière. Je pourrais vous l'expliquer, mais je crois que ce n'est pas le but cet après-midi. Et donc, malgré tout, en fait, ils ont dégagé des tendances. Et les tendances qu'ils ont dégagées, qui se confirment aujourd'hui, disent que nous vivons dans un monde où l'augmentation de la consommation n'est pas compatible avec les limites physiques de la planète. Donc, où il y a une augmentation des pollutions. Donc, ils parlaient des pollutions, ils ne parlaient pas des gaz à effet de serre. Ils avaient des hypothèses qui étaient restrictives, notamment en termes économiques, et je pense que c'est pour ça que les économistes les ont beaucoup attaqués. Mais nous, on se confronte à la même chose. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi ils ont été tellement critiqués? C'est parce que ce qu'ils ont énoncé n'était pas une bonne chose à dire à ce moment-là. Contextuellement, on était dans les années 70, c'était la reconstruction, c'était le progrès comme vecteur de bien-être. Donc c'était des choses que les gens qui avaient vécu les guerres n'avaient pas envie de voir remettre en question. Donc dès lors que vous avez des messages qui froissent, forcément vous êtes attaqué. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'impression non plus, alors il y a une bonne partie de la population qui accepte les messages du GIEC, mais on n'a pas non plus l'impression que ces messages soient accueillis à bras ouverts par les gouvernements divers et variés et qu'ils vont vraiment se mettre au travail. Vous, qui êtes une des auteurs du GIEC, comment est-ce qu'on reçoit vos travaux? Ben, en fait, donc, il y a deux choses. C'est-à-dire d'abord, le travail du GIEC, ce n'est pas qu'un travail de modélisation. Donc le travail du GIEC, c'est un travail qui évalue toute la connaissance scientifique disponible jusqu'à, pour le dernier rapport, octobre 2021, et qui la synthétise pour la restituer de sorte que le décideur en ait la quintessence et puisse l'utiliser pour fabriquer ses stratégies. Donc, est-ce qu'on est entendu? Non, clairement non. Je pense que c'est pas forcément... Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les responsables sont à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, pour être entendu, il faut déjà être médiatisé. Or, les médias ne sont pas très intéressés par le sujet parce qu'il se passe toujours quelque chose au moment où un rapport ou un des volets du rapport sort. Le premier est sorti en août, c'était donc le volet relatif à la physique du climat. C'était au moment du transfert de Messi, donc c'était beaucoup plus intéressant. Le deuxième est sorti au moment de la déclaration de la guerre avec l'Ukraine. Et le troisième est sorti au moment des élections présidentielles. Donc, en fait, cette hiérarchisation, je pense déjà, est de la responsabilité de ceux qui la font. Ensuite, quand on arrive au niveau du décideur, et là, je peux en parler un peu plus concrètement, parce que la semaine dernière, on a essayé de discuter avec les députés, pas de les former, il ne faut pas exagérer, en 30 minutes, hein, c'est quand même un peu... donc je trouve que voilà, c'est très intéressant de voir à quel point ils sont, pour certains, avertis, mais pas du tout conscients de ce que nous avons évalué, et en fait des conclusions de nos rapports. C'est-à-dire, c'est comme si on avait déjà tout dit depuis la création du GIEC, et donc aujourd'hui, il y a quand même une progression de la connaissance, et c'est un peu ça qui n'est pas bien compris, et je pense que notre rôle non plus n'est pas bien compris. Et si je raccourcis, parce que sinon je reviens au modèle. Donc dans le cadre du GIEC, il y a aussi beaucoup de modèles qui sont utilisés, et en fait ils sont utilisés pour étayer un peu tous les éléments scientifiques qui ne sont pas de la modélisation, hein, qui sont d'autres faits, d'autres types de rapports et d'autres types de travaux. Et ils sont également utilisés, et c'est bien écrit partout, mais je pense que personne ne s'en rappelle, à titre illustratif. Donc après, ce qui est un petit peu dangereux, c'est quand on se les accapare dans différents secteurs pour les comprendre comme des éléments de prédiction. Et vraiment, comment imaginer qu'on peut faire de la prédiction à l'horizon 2100 et en plus avec des modèles qui ne captent qu'une partie des éléments, puisqu'on a une grande difficulté à d'abord faire parler les modèles technologiques avec les modèles économiques, et ensuite à capter l'élément essentiel qui est l'homme dans la boucle. Donc vous, moi, nos comportements, la géopolitique,
les événements qui tombent sur les uns et les autres, les déclarations de guerre, etc. Donc ça c'est bien clair que ce sont des choses qu'on ne peut pas capturer dans ce type de modélisation. Donc il faut vraiment utiliser ces scénarios comme des éléments de réflexion et comme des éléments qui vont nous perturber, c'est-à-dire casser nos intuitions et proposer peut-être des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et au lieu de réagir de manière craintive ou critique comme vous l'avez lu, il vaut mieux les regarder en face pour se dire « Ah, donc ça, c'est un élément à intégrer dans le niveau de solution que je dois mettre en place et dans ma réflexion. » Et c'est comme ça que c'est très riche de travailler avec ce type d'approche. J'aimerais quand même rassurer un tout petit peu Nadia, parce que je la sens découragée. Ah non, mais pas du tout. Je suis juste en train d'essayer d'expliquer clairement, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de percoler dans le débat public, parce que voilà, il y a un déficit général d'attention. C'est très difficile d'avoir de l'influence directe sur la prise de décision politique. Néanmoins, ce qu'a réussi à faire le GIEC, c'est infuser dans la sphère qui est déjà tout le débat scientifique. Okay, je pense que dans beaucoup d'autres domaines de la recherche scientifique, il y a encore 40 ans, il n'y avait aucune compréhension et connaissance de la nature des problèmes, leur immédiateté. Et aujourd'hui, en tous les cas, voilà, dans le domaine académique, je dois dire que pour les sciences comme la mienne, les sciences sociales, le fait de pouvoir accéder à ce genre de choses a radicalement changé notre désir de s'emparer de ces sujets et de proposer des choses. Donc, il y a une influence, très profonde. Le temps qu'elle se transmette dans la prise de décision politique, dans le débat public, c'est toujours difficile, mais voilà, c'est un travail qui est non seulement remarquable et qui est absolument important, mais qui, je pense, porte des fruits quand même très importants aussi. Mais vous anticipez sur la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire comment est-ce que vous intégrez ça potentiellement dans vos recherches. On va prendre un exemple tout simple. S'il y a bien un message du GIEC qui est passé et qu'on a à peu près tous en tête, c'est que si on veut tenir l'objectif de 1,5 degré de réchauffement, il faut réduire le charbon à 100%, le pétrole à 60% et le gaz à 70% d'ici 2050. Et là, on commence à toucher un point qui peut être potentiellement problématique lié à la question qui est posée dans cette conférence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on concilie des objectifs climatiques qui soient le plus ambitieux possible avec une justice, on va dire sociale, mais presque au niveau international, elle se joue aussi là, puisqu'on sait qu'il y a des pays dont l'économie repose très majoritairement sur l'extraction de ces énergies fossiles. Et derrière, ça va infuser dans d'autres économies un peu plus locales. Camille Landais, comment est-ce qu'on peut concilier cet objectif d'abandon du fossile sans renforcer les inégalités qui existent déjà entre les pays, et on a a priori en tête cette répartition, 10% de la population égale 40% d'émissions des gaz à effet de serre, vs 60% de la population pour 10% des gaz à effet de serre. Vous voulez préciser 10% des ménages les plus riches. Là, je parlais au niveau des États, Amérique du Nord, etc. Mais effectivement, il y a le... Ça correspond relativement bien même à la situation. Les situations sont assez parallèles. Mais du coup, là-dessus, Camille Landais, comment est-ce que on peut arriver à concilier ces ces objectifs? Ça va être une question compliquée et longue, et je pense qu'on va y répondre. C'est l'idée générale. Et je voudrais profiter de cette question pour justement continuer la discussion qu'on avait, c'est-à-dire que c'est précisément grâce au rapport du GIEC ou ce genre de choses que, aujourd'hui, on est capable de se poser ces questions-là. Alors, moi, je prends toute la responsabilité. Je fais de l'économie publique. On a été très, très en retard. Il nous a fallu beaucoup de temps pour réaliser l'urgence du problème. Mais c'est grâce à ce genre de travaux que maintenant, on s'est rendu compte que, on n'a plus de temps. Il va falloir vraiment utiliser tous les outils que nous possédons en tant que économistes publics pour réussir à trouver des solutions pour allouer le coût de cette transition, maintenant que le rapport du GIEC, d'une certaine manière, nous donne l'objectif. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est important, parce que le GIEC a cette capacité d'être un
agenda setter, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de déterminer, bon ben voilà, maintenant, les gars, c'est à vous de vous poser toutes les questions qui vont avec cet objectif qu'on est capable maintenant de chiffrer et de manière de plus en plus précise à mesure que les nouveaux rapports du GIEC continuent à arriver. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, comment on règle ça? C'est vraiment pas facile. Le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est effectivement juste donner un tableau de ce que représentent les émissions aujourd'hui entre niveaux de revenus, mais entre tout un tas d'autres situations aussi, parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire que voilà, il y a aujourd'hui clairement une dimension qui détermine et qui corrèle très forte avec les émissions, c'est votre niveau de développement. Okay, si on prend juste les différents pays du monde, voilà, à un niveau de développement moins avancé, vous émettez moins qu'à un niveau de développement très élevé. Et ça, c'est très important pour penser quoi? Pour penser quelque chose qui est absolument fondamental, et ça aussi, c'est vraiment l'urgence, c'est qu'on a tout un tas de pays en développement ou en voie de développement qui envient d'arriver à notre niveau de développement. Comment on invente leur modèle de développement qui les empêche d'arriver à la situation dans laquelle nous, on se trouve. Okay, donc ça, c'est vraiment une dimension très importante, la dimension, en gros, de votre niveau de développement, votre niveau de revenu à l'échelle d'un pays. Mais au sein même d'un pays, il va y avoir aussi un rôle du revenu, on en parlait, qui est aussi très très fort. En gros, si vous voulez, l'émission moyenne dans le décile le plus élevé des revenus dans un pays comme la France, c'est à peu près 2 fois l'émission moyenne des individus, des ménages qui se trouvent dans le premier décile, les 10% les plus pauvres. Okay, on est de l'ordre de 30 tonnes d'équivalent CO2 dans le premier décile, chez les 10% les plus riches, et en gros 15 tonnes, quelque chose comme ça, par an dans le premier décile. Donc clairement, ça fait une grosse différence. Okay, mais un autre problème que la transition écologique va poser, c'est qu'au sein même, si avec une seule dimension, ça sera relativement facile. Hein. On sait, c'est juste le revenu, on va faire des transferts qui dépendent juste du revenu, et en gros, le problème est réglé d'une certaine manière. Et c'est un peu la naïveté des économistes d'avoir pensé que voilà, il suffisait de mettre une taxe carbone, et ensuite on mettrait des transferts dans le bas de l'échelle des revenus. Une vision comptable, en fait, de la chose. Oui, enfin, une vision pas seulement comptable, une vision erronée, parce que la description de l'hétérogénéité dans les modes d'émission ne capturait pas toute la richesse de cette hétérogénéité qui est très intense au sein même d'un niveau de revenu. D'accord ? Et c'est ça qu'on a vu, par exemple, à mon avis, à l'échelle des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ce n'était pas forcément une coalition en termes de gens qui avaient tous le même niveau de revenu. Non, ils avaient des niveaux de revenus assez différents, mais ils partageaient cette haine de la taxe carbone, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que souvent, ils venaient d'environnements qui étaient plus ruraux. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'au sein même d'un niveau de revenu, vous allez avoir des différences fondamentales dans les niveaux d'émissions qui sont très importantes. Okay ? Vous avez en gros une variance, si vous voulez, au sein même d'un décile de revenus dans les niveaux d'émissions, qui est grosso modo aussi large que la variance qui est expliquée par les différents niveaux de revenus. Okay ? Et pourquoi ? Une fois de plus, parce qu'il y a des gens qui habitent à la campagne, il y a des gens qui habitent dans des immeubles qui sont beaucoup plus vieux et qui, du coup, sont beaucoup plus compliqués à chauffer de manière efficace, ce genre de choses. La difficulté du coup que ça pose la transition écologique juste, c'est qu'il va falloir être capable de coller à cette hétérogénéité, parce que les gens vont être touchés de manière extrêmement disparate au sein même des niveaux de revenus, et il faut inventer, si vous voulez, des modes de redistribution qui soient capables de coller à ces situations. Et une fois de plus, la grosse difficulté, c'est que tout notre modèle de redistribution, il est fondé sur des redistributions qui sont liées à des caractéristiques qui ne sont pas celles qui sont liées à vos émissions de carbone. Elles sont liées à votre situation familiale, à votre situation sur le marché de l'emploi, à votre situation en termes de niveau de revenu, mais pas du tout à toute l'hétérogénéité qui est très riche au sein même d'un niveau de revenu en termes d'émissions. Donc on sent poindre la révolution fiscale qui doit être mise en œuvre. On donne la parole à la salle dans un petit temps avant aux étudiants, mais je vous voyais dodeliner la tête Naïdia Maïzi, donc j'aimerais bien avoir votre parole. Alors je voudrais juste en fait réagir par rapport à ces pays développés qui veulent atteindre, ces pays en voie de développement qui veulent atteindre notre niveau de développement. Je pense que ces pays en voie de développement à qui on a suggéré d'atteindre notre niveau de développement, c'est quand même un petit peu comme ça que le problème s'est mis en place, de mon point de vue. Et donc ça me renvoie à la question que vous posez sur
Comment on fait? Alors d'abord, le GIEC n'est pas prescripteur. Donc par rapport aux fossiles, je pense que ce qu'on a dû évaluer, c'est si on émettait tout ce qui correspond aux projets qui sont déjà en place et à ceux qui sont prévus, à ce moment-là, on atteindrait directement le degré 2 de réchauffement, les 2 degrés de réchauffement plutôt. Et donc la question que vous posiez sur comment faire pour ces pays dont l'économie repose exclusivement sur ces ressources, et comment finalement trouver des solutions qui permettent d'être en alignement avec les objectifs. Je crois qu'il faut déjà balayer devant sa porte. Moi, j'ai entendu l'Allemagne, il n'y a pas très longtemps, je crois la semaine dernière, expliquer qu'ils allaient reprendre le charbon parce que, bon, bah voilà, ils ne peuvent pas faire autrement, voilà, c'est comme ça. Et donc, je crois que la justice climatique, elle commence par ça, c'est-à-dire par une sincérité. Et en fait, tant qu'il y a certains pays qui se posent comme donneurs de leçons, mais qui en fait ne suivent absolument pas les trajectoires qu'ils ont prétendu suivre, et que après on explique que bon, ben, la Chine et l'Inde avec le charbon, ça commence à bien faire, pendant que les États-Unis tranquillement font des gaz de schiste, alimentent une guerre qui finalement les intéresse bien pour pouvoir développer leur industrie. Enfin bref, tant que le climat est un objet de business, d'influence et de positionnement géostratégique, on n'ira nulle part. Donc je pense que pour répondre à votre question, il faut commencer par faire prendre conscience à tout le monde de la réalité du sujet. C'est là où je disais le GIEC n'a pas réussi en fait encore à faire percoler les conclusions du rapport, qui sont premièrement que la situation est vraiment très inquiétante, mais pas désespérée parce qu'il y a un volet où on essaye d'élaborer les solutions, mais qu'il y a un vrai sujet qu'il faut que tout le monde se mette à traiter de la même manière, au sens de c'est un sujet qui va avoir des conséquences sur chacune de ces régions et chacun d'entre nous qui sont dramatiques. Et je crois que c'est le premier temps. Et tant que ce temps-là n'est pas atteint, on est dans le free-riding perpétuel. Et c'est très compliqué de dire qu'on va répartir un effort de manière cohérente sur la planète quand ceux qui prétendent faire l'effort ne le font finalement pas. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense que la justice sociale, enfin la justice climatique, elle rentre là. Et alors sur les gilets jaunes, moi ça me fait quand même frémir ce que vous avez dit parce que non, les gilets jaunes n'étaient pas contre la taxe carbone. Les gilets jaunes, pour la plupart, vivent dans un pays qui est au-delà du centre de Paris, et ça existe en France, et donc ils n'ont pas d'infrastructure de transport, il n'y a rien qui est prévu, donc en fait on ne peut pas mettre en place des politiques climatiques sans, et ça c'est une recommandation du GIEC, sans mettre en place des infrastructures, faire en sorte que les technologies soient accessibles, et mettre en place des politiques d'accompagnement. Donc c'est exactement orthogonal à ce qui a été fait au sujet de cette taxe qui a déclenché un mouvement où les gens n'étaient pas anti-taxe, mais les gens étaient moi je fais comment pour aller au travail, quoi, tout simplement. Oui, quand l'autre solution, quand il n'y a pas d'autre solution justement de mobilité, mais c'est aussi peut-être la question, on en discutera après, du signal prix. Je vais maintenant donner la parole aux étudiants et étudiantes. Je ne sais pas laquelle ou lequel d'entre vous veut commencer par prendre la parole. Allez-y, il y a un troisième micro pour vous, un quatrième plutôt. Hop, merci beaucoup. Tenez. Bonjour chers intervenants, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Jeanne Terpro et je suis diplômée d'un master en finance durable. Ma première question sera plutôt générale et dans la lignée des réflexions en cours. La sobriété énergétique des pays développés est-elle une condition préalable indispensable à la juste transition? En lien avec ce que l'on disait, peut-être Camille Landais, je vous laisse commencer. C'est une question difficile. C'est-à-dire que... oui, c'est-à-dire qu'il va nous falloir être inventif
pour réussir à... le terme de sobriété énergétique, il n'est pas nécessairement très bien défini. C'est-à-dire, est-ce que ça veut simplement dire être capable d'assouvir le même type de développement, le même type de besoin, avoir le même type de service, mais à un coût énergétique beaucoup plus faible? Ce qui, pour moi, j'appellerais ça juste en fait de la croissance, quoi. D'une certaine manière, c'est juste être plus efficace, être capable de faire les mêmes choses, mais en utilisant beaucoup moins de ressources. Et en tous les cas, beaucoup moins de ressources qui ne sont pas renouvelables. Donc, est-ce que c'est ça la sobriété énergétique, ou est-ce que c'est simplement dire non, mais du coup, il va juste falloir consommer moins de services, tout ça. Je pense que malheureusement, étant donné le degré d'urgence, dans l'immédiat, il va falloir faire un petit peu des deux, parce que le premier volet prend quand même pas mal de temps. Alors, prend pas mal de temps, et en même temps, on ne cesse de s'émerveiller de la capacité qu'a l'être humain à inventer très rapidement. Enfin, prenons l'exemple de certains renouvelables, comme l'éolien. Je veux dire, si vous aviez dit, il y a même 7 ou 8 ans, à la plupart des experts du secteur, qu'aujourd'hui, on construirait des éoliennes qui ont la taille de la tour Montparnasse, il vous aurait regardé en disant non mais c'est pas possible. Donc, ça peut quand même aller relativement vite, mais de toute façon pas suffisamment vite, étant donné le type de trajectoire qu'il nous faut suivre. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir mettre aussi un tout petit peu de sobriété dans nos pratiques, parce que typiquement, on va prendre les transports aériens. Les transports aériens, on sait que, étant donné la vitesse de développement de nouveaux avions, on ne sera pas capable d'avoir le même niveau de transport aérien à un coût énergétique raisonnable d'ici 10 ou 15 ans. Donc voilà, il va falloir un peu des deux, à mon avis. Mais je pense que c'est extrêmement crispant pour les gens de vendre un changement climatique punitif du point de vue de... voilà. Alors qu'en vérité, je pense que voilà, ce n'est pas complètement nécessaire non plus d'en revenir à un niveau en termes de consommation de services qui soit incroyablement plus faible que ce qu'on en a aujourd'hui. Ce qu'on entend dans ce que vous nous dites là, et ce qui est important, je pense, de le souligner, c'est qu'on a souvent tendance à caricaturer un petit peu le débat entre soit la technologie va nous sauver, soit au contraire, il faut absolument tout réduire. Et avec ce que vous nous dites là, on comprend qu'il faut intégrer la technologie aux solutions qu'on peut avoir, mais ne pas se reposer uniquement sur elle, mais il ne faut pas l'exclure non plus du champ. Et je pense que c'est un débat qui est souvent, dans beaucoup de médias, caricaturé en ce sens. J'ai vu que dans les questions que vous aviez proposées, d'autres sont dans les mêmes thématiques. Qui veut prendre le relais, ou sinon... Allez-y. Alors, j'avais plutôt une question directement sur Nadia Maizi, pour rebondir sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Je suis Marie Codet, je suis étudiante actuellement en géopolitique à l'Institut de Relations internationales et stratégiques et future étudiante du Master OSE. Et je voulais poser une question sur la discipline de la prospective et justement comment les modèles prospectifs permettent de planifier une transition plus juste, et si la planification écologique et énergétique est indissociable de la prospective. Alors, en fait, la prospective, c'est d'abord poser une question bien claire et ensuite voir quel type de modèle est pertinent pour y répondre. Donc, si votre question bien claire, c'est comment faire pour planifier une transition juste au sens de ce qu'on a pu discuter tout à l'heure, je pense que les modèles peuvent être utiles dans un premier temps parce que ils vont permettre, pour certains en tout cas, de regarder l'ensemble de la planète. Et ce qui est très important, c'est de se rendre compte que dans beaucoup de solutions qui sont proposées, très souvent, on a un prisme qui fait que ces solutions vont générer des problèmes ailleurs. Et on ne les voit pas forcément a priori. Et très souvent, quand on fait la prospective en utilisant des modèles sur des pays différenciés les uns des autres et indépendamment, on ne se rend pas compte des effets de substitution, de compétition qu'il peut y avoir, et donc des impacts que certaines
politiques dans certains pays peuvent avoir sur les autres pays, et du fait que du coup, personne n'est aligné finalement par rapport au problème de réduction des émissions de gaz à effet de serre, si c'est celui-là dont on parle. Donc je pense que ça peut être très utile, mais dans la limite de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un modèle, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui... c'est Gaston Berger qui disait c'est une prothèse pour le décideur aveugle désireux de s'engager dans une aventure calculée. Donc je trouve que c'est une très bonne façon de penser à l'utilité de ce type d'approche. Et donc maintenant, le côté juste que vous mentionnez, c'est vraiment cette idée d'avoir tout le temps en tête deux choses. Premièrement, nous avons tous des biais cognitifs qui font que quand on travaille sur ces sujets vus de France, on a forcément des choses qui nous collent à la peau et qui font qu'on n'arrive pas à se mettre à la place de personnes qui vivent de l'autre côté de la planète, dans d'autres conditions. Et il ne faut jamais oublier cet élément-là. Et également le fait que, effectivement, si on veut réfléchir correctement à ces questions, comme vous l'avez dit, faire de la planification écologique, comme il semble que ça sera le cas dans les prochaines 5 années, oui, c'est nécessaire de s'outiller avec des approches de ce type, parce que sinon, on est vraiment dans un grand brouillard. La question est très, très complexe. Et on voit bien que la mise en place d'une mesure à droite, une mesure à gauche, qui concerne tel secteur ou tel autre, le fait même de ne pas reconstituer l'ensemble des secteurs ensemble, fait qu'en fait, on peut aller dans de très mauvaises directions parce qu'on ne prend pas en compte, encore une fois, ces répercussions. Il y a, dans ce que vous nous dites là, vous parlez d'être bien outillé. Est-ce qu'on a des outils? Et je vais vous poser la question à l'un et à l'autre, peut-être en continuant avec vous, Nadia Maizi, dans un premier temps. Est-ce qu'on a des outils spécifiques lorsque vous établissez vos différents modèles pour mesurer, par exemple, les inégalités environnementales? Est-ce qu'on a créé... En économie, c'est quelque chose qu'on sait. Le PIB a énormément de limites. On sait qu'il nous faut réinventer des outils, des nouveaux indicateurs. On connaît peut-être moins, en tout cas, je connais moins le versant plus fondamental qui est lié aux mathématiques. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions, Nadia Maizi? Non, en fait, c'est très compliqué. Hein. Je pense que c'est vraiment les économistes qui ont sans doute une approche dédiée à ces questions-là. Les inégalités environnementales, on va les capter, mais de manière indirecte, hein. Un petit peu comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire on va voir ce qui se passe dans les différents pays. Il y a un élément qui est un élément d'information très intéressant qu'on peut avoir avec le type de modèle qu'on utilise. C'est les coûts marginaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'effort supplémentaire qu'il faut faire pour diminuer une unité, disons une tonne de CO2 équivalent supplémentaire. Et ça, c'est des éléments qui permettent en fait d'évaluer si c'est difficile d'y arriver ou si c'est plus facile. En fait, on se rend compte que dans les pays développés, on est déjà à des coûts marginaux qui sont assez élevés. Ça veut dire qu'on a déjà fait quand même beaucoup d'efforts. Et en termes d'organisation, en tout cas quand on parle que de l'énergie, il y a une rationalisation qui a été faite parce que ça converge avec la question d'augmenter le profit. Il ne faut pas se le cacher. Et donc les industriels ont déjà beaucoup investi. Tandis que dans les pays en développement, comme le tissu industriel est moins bien développé, en fait, ce coût marginal est beaucoup plus faible et donc ça a tendance à dire que c'est des endroits où c'est plus possible. Mais vous voyez, on parle plus d'inégalité en termes de développement industriel, donc sur des choses beaucoup plus concrètes qu'au niveau du citoyen ou de l'homme dans la boucle. Oui, c'est quelque chose qu'on a intégré depuis longtemps en économie, la question des rendements décroissants des coûts marginaux. Puisque l'économie y est particulièrement impliquée, selon vous, Camille Landais, je vous laisse nous prendre la parole. Quels sont les indicateurs aujourd'hui qui existent peut-être depuis un petit bout de temps, mais qu'on ne met pas assez en lumière. Et effectivement, je suis en train de chercher des exemples, j'en ai pas non plus énormément. Mais on sait qu'il y a des groupements, je pense, avec Dominique Méda, etc., qui travaillent à la création de nouveaux indicateurs. Où est-ce qu'on en est justement dans l'état de l'art là? On en est vraiment pas très loin. Hein. C'est quand même assez triste. Mais voilà, on a
Et c'est ça qui est sympa avec les économistes, c'est que voilà, c'est des gens qui sont passionnés de données et une fois que vous les mettez au travail, voilà, ils se mettent au travail. Mais on a trop tardé à se mettre au travail. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en termes de comptabilité énergétique, écologique? Pas grand-chose. Avant, ce qu'on faisait, c'était vraiment très très mauvais, c'est-à-dire on se focalisait plutôt sur l'aspect production et on regardait voilà, du point de vue de la production sur un territoire national, qu'est-ce qui est fait. Le problème de ça, évidemment, c'est que c'est... le PIB, hein, pour faire vite. Oui, voilà, mais votre PIB énergétique, quoi. En gros, voilà, combien vous produisez, tout ça. Ça c'est très problématique. Pourquoi? Parce que, comme le disait Nadia, c'est très problématique du point de vue de l'allocation des responsabilités. Parce que, évidemment, il y a tellement de possibilités de substitution. Si vous consommez des produits, mais qui, en fait, sont essentiellement importés, et c'est la production sur... non pas votre territoire national, mais sur un territoire étranger qui participe des émissions carbone, dans ce cas-là, vous avez l'impression d'être un bon élève, alors qu'en fait, vous êtes un très mauvais élève. Donc, ce qu'ont fait les économistes, c'est de transformer cette comptabilité en partant de la consommation et en partant des riches enquêtes de consommation que les économistes ont depuis un certain nombre de décennies maintenant. Mais même ces enquêtes de consommation sont relativement frustrantes. Il est très très difficile, par exemple, de prendre en compte correctement les aspects qualité. Vous allez voir en gros un ensemble de dépenses, mais vous n'êtes pas capable de faire la différence entre prix et quantité, comme vous ne regardez pas les prix. Si voilà, moi je bois une bouteille de Romanée Conti et que vous buvez une bouteille de petit vin de la maison, le prix va être très très différent. Moi je vais avoir tendance à juste allouer, si vous voulez, les émissions qui sont liées sur la valeur moyenne voilà, des émissions qui sont liées à la création, à la production d'un litre de vin. Mais en fait, ça ne va pas du tout rendre compte le fait que voilà, c'est deux bouteilles qui ont sans doute exactement la même émission, mais comme elles ont des prix très très différents, et donc du coup, dans le volume de mes dépenses, on va avoir l'impression que moi, j'ai beaucoup plus dépensé en termes d'émissions énergétiques à cause des qualités différentes. Alors là, je vous donne un exemple qui biaise plutôt dans le sens de peut-être qu'on surestime par exemple les émissions des gens qui en général ont des niveaux de revenus plus élevés et du coup consomment des choses de qualité plus élevée. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi beaucoup d'exemples dans l'autre sens. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez avoir une conception très très fine des émissions liées à la consommation de chacun, on n'en est pas encore là. Mais une fois de plus, étant donné que maintenant la question est vraiment dans le débat public, on est en train de faire des progrès monstrueux parce qu'on a accès à des nouvelles données qui sont aujourd'hui beaucoup plus riches. Vous avez des données de scanners données par les grandes chaînes de distribution, par exemple, que vous pouvez utiliser et qui vont avoir des niveaux de codage de la consommation beaucoup plus fins. Vous allez pouvoir contrôler de la qualité sur des choses. Donc voilà, on progresse. Mais une fois de plus, ce qui est vraiment clé là-dedans, c'est non seulement d'être capable d'avoir ces dimensions de qualité, mais surtout d'être capable de faire la part des choses entre la part produite sur le territoire national de ces émissions et la part importée. Et ça, c'est vraiment important parce que, pour en revenir à ce que disait Nadia tout à l'heure, si on veut vraiment que les États soient mis en face de leurs responsabilités, il faut que cette comptabilité écologique, elle soit transparente et qu'elle soit un peu contraignante. Okay ? Et tous les efforts qu'on a fait pour développer la comptabilité nationale autour du PIB, on doit aussi la faire pour développer la comptabilité nationale écologique et avoir une observation transparente des responsabilités de chacun et de chaque pays. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un objectif sur lequel il faut qu'on progresse très très rapidement. Et il faudrait justement qu'un indicateur, alors plusieurs sont évoqués, mais qu'un indicateur fort arrive. J'avais le Donuts en tête quelque part, mais puisque le PIB, on sait qu'il a été principalement utilisé parce qu'on est dans une période de reconstruction et qu'il était utile, là, je pense que même pour les politiques publiques et pour les politiques, je parle des hommes et des femmes politiques, ça pourrait être utile. J'ai vu qu'il y avait une question qui pouvait s'enchaîner, donc je vous laisse la parole. Oui, qui parlait un petit peu plus, pour revenir, vous avez parlé de la guerre en Ukraine et également des inégalités environnementales. Donc, je m'appelle Célia Bonin, je suis en Master 2 Affaires européennes et future alternante en droit de l'environnement. Et par rapport du coup à cette guerre en Ukraine, il y a des nouvelles normes et outils budgétaires au niveau des politiques européennes qui sont en train d'être créées. Et je me demandais si ce n'était pas l'occasion de lancer une grande politique européenne de modification de notre politique d'accueil des réfugiés, notamment sur la question des quotas, et d'aborder le problème d'une politique plus de fond où en fait tous les pays européens notamment se coordonnent
Et j'aurais peut-être aimé avoir votre avis sur la question. On parlera peut-être de taxonomie du coup dans un deuxième temps parce que je l'ai vu, mais sur cette question d'abord, je ne sais pas lequel de vous deux veut prendre la parole en premier. Allez-y. Oui. Alors sur la question des réfugiés, c'est des réfugiés de tout pays, on est d'accord? Oui, de tout pays, pas que pays. C'était plutôt la politique européenne. Et donc c'est également la prise en compte du fait que des réfugiés, il y en aura de plus en plus, et des réfugiés climatiques, et qu'il y en a déjà aujourd'hui, bien qu'on ne dise pas le nom de la cause de la migration. Et ça, moi, je vais donner mon avis personnel là-dessus. Moi, je suis extrêmement favorable, et je pense que l'Europe, au lieu de se mettre en synergie pour créer des agences comme Frontex et bloquer les migrants dans des conditions absolument déplorables et honteuses, ferait mieux de passer à l'étape d'acquiescement qu'il y a de toute façon un non-sens à essayer de contrôler ces frontières, puisque de toute manière les gens vont migrer, puisqu'on migre parce qu'on est obligé de le faire et non parce que c'est comme partir en vacances pour nous, quoi. Voilà. Donc sur ce sujet-là, oui, je pense que l'Europe est totalement aveugle aujourd'hui et met en place des politiques qui de toute façon ne fonctionneront pas, et en plus en s'associant avec des États qui sont des États voyous et qu'ils utilisent. Enfin, vraiment, moi, c'est un sujet qui me fait pas plaisir. Voilà. Ouais, alors moi j'habite dans un pays où maintenant le projet c'est d'envoyer les réfugiés directement au Rwanda pour les sous-traiter. Enfin bon, donc oui, il y a un vrai problème. J'aurais reconnu le Royaume-Uni. Ouais. Cela dit, plusieurs points sur cette question, parce que voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus se décourager de la possibilité de solidarité, de la solidarité européenne sur ce genre de choses. Le problème, c'est que la solidarité européenne, elle se met traditionnellement en place que dans des moments de crise. Maintenant, il ne faut pas non plus aussi sous-évaluer la difficulté pour nos modèles européens de gérer certains flux. C'est-à-dire que, en gros, ce qui est très clair, c'est que les flux auxquels nous sommes confrontés sont très très en dessous des flux qui sont gérables, d'accord ? Mais ce sont été des flux soutenus. Il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est-à-dire que le niveau des migrations a augmenté de manière relativement importante au cours des 15-20 dernières années. Alors, ce qui est marrant, c'est que le sujet il est très prégnant en France, alors que la France n'a pas du tout été touchée par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis par ce genre de migration, par ce niveau d'intensité de l'évolution des migrations, et que par ailleurs, les flux, voilà, ils sont très très hétérogènes dans leur nature en fonction des pays. Parce que, quoi qu'on en dise, toutes ces migrations, elles sont quand même encore très très liées à deux choses, les push factors, donc c'est-à-dire ce qui se passe du point de vue des pays qui envoient d'une certaine manière ces migrants. Ça peut être des questions climatiques, ça peut être des questions voilà, liées à l'Ukraine, la Syrie, des questions géopolitiques, et que la deuxième dimension très importante des migrations, c'est qu'elles sont extrêmement contraintes par la géographie. Les gens, voilà, en Ukraine vont essentiellement en Pologne ou en Roumanie, maintenant un peu en Allemagne, mais c'était la même chose pour la Syrie. Enfin, donc il y a vraiment une dimension très, très géographique qui rend, si vous voulez, l'évolution des flux migratoires très idiosyncratique. Okay, donc ça, c'est les choses qu'il faut garder en tête et qui, du coup, rend les débats nationaux sur chacune de ces questions très très différents, parce qu'ils évoluent à des moments très très différents, en fonction de contraintes très très différentes, en fonction de chocs très très différents. Le niveau de débat qu'on a en France par rapport à l'Allemagne est évidemment très très impacté par la différence qu'on a eue dans le choc de la crise syrienne, par exemple. Donc voilà, faut pas se décourager, mais voilà, il faut pas aborder non plus la question de manière complètement naïve en disant bon voilà, on peut, il va falloir quand même, quoi qu'on en dise, se mettre d'accord sur des objectifs généraux. Ils peuvent être beaucoup plus généreux que les objectifs qu'on a aujourd'hui, mais ils doivent quand même s'accompagner d'un certain nombre de politiques publiques et de politiques plus coordonnées au niveau européen si on veut que ça marche. Et puisqu'on parle de coordination au niveau européen, je ne sais pas qui d'entre vous avait cette question sur la taxonomie. Personne. Moi, je l'ai vu. On me l'a envoyé dans les questions, mais donc je vais vous la poser moi. Il y a donc la taxonomie, pour faire vite. Il y avait la taxe carbone, mais j'ai...
Même sur la taxonomie en tant que telle, elle n'a pas été très bien. Donc on m'a envoyé une vie. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle a son rôle, cette taxonomie, quand on parle d'harmonisation au niveau européen et au niveau des énergies. Pour faire vite, la taxonomie, c'est un genre de grand dictionnaire dans lequel on va dire si ou non les activités économiques sont plus ou moins durables. Je vais prendre un exemple simple, l'électricité. On estime que la production d'électricité est durable si elle émet moins de 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Problème ou non, c'est pas à moi d'en décider là, mais le gaz et le nucléaire ont récemment été intégrés au sein de la taxonomie comme non pas énergie verte, mais comme énergie de transition. Le scénario était, la France voulait faire entrer le nucléaire, elle ne pouvait pas le faire seule, elle a donc demandé à l'Allemagne de l'aider, l'Allemagne lui a dit ok, mais on met notre gaz avec. Je schématise un petit peu, mais c'est plus ou moins ça qui s'est passé. Cependant, d'un point de vue financier, j'ai entendu que certaines d'entre vous allaient faire de la question de finance verte et de finance durable. La taxonomie, elle peut avoir son intérêt. Est-ce que ce sont aussi vers ce type d'outils, en gros de grands registres européens, qu'on doit se tourner, ou est-ce que c'est quelque chose qui va mettre tellement de temps à aboutir, qui va être tellement peu efficace en pratique, qu'on peut le laisser se développer, ça ne fera pas de mal, mais ce n'est pas sur ces outils-là qu'il faut prioriser les actions politiques. Alors, on va essayer d'utiliser cette question de manière stratégique pour ouvrir sur la question du prix du carbone, de la taxe carbone. Parce qu'à mon avis, c'est un peu de ça qu'on parle. C'est-à-dire que cette taxonomie, pourquoi elle est importante? Pourquoi on a eu ce débat? C'est parce que derrière tout ça, il y a d'autres types de politiques publiques qui dépendent de ces contraintes de la taxonomie, en fonction de si vous êtes dénominé comme une énergie renouvelable ou une énergie de transition. Il y a tout un tas de choses qui vont s'appliquer différemment. Okay, et je pense que c'est là où on atteint la limite aussi d'un modèle où on va agir de manière très spécifique sur tel type d'énergie, où on va avoir une politique qui, au lieu d'avoir pour but d'harmoniser l'ensemble de la lutte autour de mettre un prix général sur le carbone, va se focaliser sur, voilà, on va mettre des subsides sur l'éolien, ensuite on va faire le photovoltaïque, mais tout ça n'est pas nécessairement coordonné. Le problème de ça, c'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire l'ouverture infinie au poids des lobbies pour justement changer la taxonomie, changer la frontière, la faire bouger pour bénéficier de la manière plus efficace possible. Donc, derrière la question de la taxonomie se pose la question de l'approche globale et comment on peut la rendre, si vous voulez, immune à l'énorme danger de l'économie politique des lobbies. Et de ce point de vue-là, je pense que voilà, rentrer dans des politiques qui sont trop sectorielles, trop fermées, trop liées à certaines délimitations précises, ouvre le champ infini de ce lobbying. Finalement, ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure, Nadia Maïzi, c'est que si on agit par à-coup et qu'on n'a pas une vision d'ensemble, on risque même peut-être d'aggraver la situation. Je vais vous donner la parole, puisque vous allez toutes et tous la prendre petit à petit. Allez-y, je ne sais pas sur quoi porter votre question, mais c'est le moment. Je peux essayer de rebondir sur justement le thème-là. Donc, bonjour, moi je m'appelle Antonin Philippi, je suis étudiant, enfin je sors d'un Master 2 en politique publique justement, à l'avenir incertain pour l'instant. C'était justement pour revenir sur cette vision d'ensemble qui portait sur... on parlait tout à l'heure de planification écologique, par exemple. On évoquait tout à l'heure le fait qu'on a assez peu d'indicateurs, ou du moins ceux-ci doivent être encore rodés pour être de plus en plus pertinents. La question porte un peu sur la faisabilité politique aussi de cette planification écologique, où on a politiquement assez peu d'ancrage sur toute une industrie d'un pays. On a quelques autorités qui régulent plutôt la concurrence ou qui vont réguler comment donner des objectifs à peu près précis, mais toujours par secteur. Et donc, est-ce que c'est... comment on peut faire pour aller vite là-dessus, sachant que justement on a une main beaucoup plus lâche aujourd'hui qu'il y a 50 ans par exemple sur notre industrie, et donc comment c'est faisable effectivement politiquement par rapport à tout ça? Nadia Maïzi, je vous ai commencé à entendre politique publique, donc je sais pas. Non, je me demandais c'est quoi qui n'a pas d'avenir? C'est votre master politique publique ou c'est la politique publique? C'était ça que je me posais comme question. Non, ce que je pense, c'est que tout à l'heure on parlait de planification. En fait,
à force d'attendre les indicateurs et les bons moyens de pouvoir avancer, en fait, tout ça, ça se multiplie dans tous les sens et ça ne fait que brouiller un paysage déjà bien complexe. Et sur la propension du politique à interagir avec le positionnement des industries, bien sûr, il est de moins en moins... il a de moins en moins de possibilités et de poids, mais je pense que tout ça, ça ne pourra se passer qu'avec un effet d'entraînement qui vient de tous les endroits. Et je pense que malgré tout, le politique est assez peu charismatique aujourd'hui, on est bien d'accord, mais quand même, il y a une possibilité de donner un premier mouvement et de prendre des décisions fortes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui pêche énormément, c'est le fait que le politique ne décide pas. Et pour avoir travaillé depuis des années avec des organismes comme France Stratégie, etc., toute leur tactique, c'est de reporter la décision à quelqu'un d'autre, soit au scientifique, soit au cabinet de conseil, soit à celui qui passe. Et donc là, pour moi, c'est ça qui bloque aujourd'hui. C'est-à-dire ce manque d'engagement, ce manque de courage et comme le thème c'est quand même le temps, cet aveuglement qui vient de leur projet court-termiste par rapport à une question de très très long terme. Et donc je pense que si ça commence à se mettre en place, et aujourd'hui on voit les entreprises, moi j'ai l'impression que les entreprises sont en train de bouger, sont en train d'être obligées de sortir de leur greenwashing. Ça vient de quelques réglementations qui sont déclinées et qui viennent de l'Europe. Ça vient aussi du fait qu'il y a un mouvement qui pousse à l'intérieur, qui pousse avec la jeunesse. Il y a des choses qui se passent parce que, encore une fois, il y a une volonté collective qui est en train de s'exprimer. Or, le politique, normalement, et le représentant du peuple, qui lui-même, normalement s'exprimant, doit lui donner des signaux pour qu'il se préoccupe de la question et il se positionne par rapport à la question. Donc je pense que ça, c'est quand même une exigence qu'il faut garder à l'esprit, même si ce n'est pas le politique qui va faire changer la politique des grands groupes à l'international, ça on est bien d'accord. Camille Landais. Oui, pour rebondir là-dessus, oui, il ne faut pas oublier qu'on a tous... individuellement et collectivement notre responsabilité, qu'on vote, mais qu'on peut faire beaucoup d'autres choses. Voilà, on peut aller former les députés, enfin pas les former, au moins leur parler un tout petit peu, mais voilà, cette responsabilité, cette possibilité qu'on a tous individuellement et collectivement de participer à cette transition, il faut la célébrer. Et voilà, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, mais une fois de plus, dans une société démocratique, on préfère quand même avoir une société démocratique aussi, c'est le moyen de faire avancer les choses. Donc voilà, de toute façon, on est un peu contraint par ces règles-là, il faut les utiliser du mieux qu'on peut et pousser les règles du jeu autant qu'on peut, autant que les lobbies eux-mêmes le font, pour réussir à faire avancer les choses. Maintenant, il y a quand même, c'est vrai, cette difficulté fondamentale de la manière la plus efficace, étant donné le niveau d'urgence, de coordonner énormément d'actions différentes qui doivent toutes aller dans le but de réduire notre consommation énergétique, et en particulier nos émissions de gaz à effet de serre. Et de ce point de vue-là, alors je sais que les économistes sont vraiment naïfs, mais cette idée toute bête de dire que la meilleure manière de coordonner l'action, c'est quand même de fixer un prix unique du carbone auquel tout le monde est contraint, c'est quand même une des manières les plus efficaces de coordonner beaucoup d'actions décentralisées de manière très, très utile. Alors, il y a une énorme naïveté dans cette idée que une fois qu'on a donné un prix au carbone, on a résolu le problème institutionnel de comment on se coordonne. Parce que il faut quand même décider de son prix. Et une fois de plus, vous ouvrez la porte à tous les lobbies, ce genre de choses. Après, il faut le mettre en place, c'est-à-dire l'administration fiscale, si vous voulez, de comment on fait en sorte que ce prix du carbone est effectivement payé. Ça, c'est aussi tout un enjeu. Et enfin, comment on le met en place de manière aussi coordonnée, non pas juste au niveau, par exemple, de la France, mais à l'échelle européenne et aussi avec cette taxe aux frontières. Donc voilà, il y a quand même
encore beaucoup de sujets qui se posent une fois qu'on a dit, voilà, mettre un prix du carbone, c'est quand même une des manières les plus efficaces. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a cette puissance derrière l'outil du prix qui peut quand même vraiment énormément nous aider et qui devrait un tout petit peu aussi orienter nos manières de penser voilà, le type de politique publique qu'on peut mettre en place. Avant de laisser la parole de manière plus libre à la salle, j'aimerais vous poser une question, Camille Landais, un peu dans la suite, mais surtout au début, vous parliez des différents coûts. Et donc, qui dit coût, dit financement. Je lisais il n'y a pas très longtemps un papier de l'OCDE qui estimait qu'en somme, les flux financiers qui étaient destinés à limiter le changement climatique, donc en gros les investissements, étaient encore entre 3 à 6 fois trop faibles pour ce qui serait nécessaire si on voulait le faire en 2030. Et pour autant, les capitaux et les liquidités sont présentes. C'est ça qui est assez dingue d'une certaine manière, si on veut le dire de manière très simple. Mais où est-ce qu'on échoue pour rediriger ces flux vers les investissements plus durables ? C'est tout bête, une fois de plus, c'est un peu toujours la question de c'est quoi le prix du carbone, quoi. C'est-à-dire que... Mais est-ce que le marché est justement la bonne... quand on dit le marché, c'est pas le marché. C'est-à-dire que le prix du carbone qu'on veut fixer, c'est un prix qui est lié à une taxe carbone qu'on veut mettre aux frontières. Le fait d'avoir un marché du carbone comme on l'a aujourd'hui en Europe est assez différent. Vous voyez aujourd'hui l'évolution du prix du carbone au sein de ce marché est extrêmement volatile. On voit là un certain problème justement des marchés qui est le fait qu'il y a énormément de spéculation sur ces marchés des droits tirés. Donc là, quand je parle de prix du carbone, c'est être capable de mettre un prix sur l'ensemble des externalités qui sont créées aujourd'hui par la consommation d'une tonne de carbone. Et en gros, et même en prenant des taux d'escompte qui sont incroyablement élevés, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, une tonne de carbone, c'est dans 80 ans, en gros, un coût pour les générations futures de 1 200 € par tonne. Okay, en prenant aujourd'hui des taux d'escompte très élevés, on arrive à dire qu'il faudrait quand même un prix du carbone aujourd'hui de 100 €. Vous voyez, 100 € pour 1 200 € de coût futur, c'est quand même pas beaucoup demandé en termes de la manière dont vous portez dans votre cœur les bénéfices des générations futures. Et pourtant, même ça, on a du mal à se mettre d'accord là-dessus. Mais en tous les cas, ce prix du carbone, c'est ça. C'est être capable de dire aujourd'hui, voilà quel est le coût pour la planète, pour les générations futures, d'émettre une tonne de carbone. Et c'est ça qu'il faut fixer. Une fois que vous avez fixé ça et que vous dites, bah voilà, en fait c'est élevé. Et si vous voulez faire ce genre de projet, si vous voulez continuer à faire de l'exploration, du forage, bah voilà, ça va vous coûter très cher. Et il faut être capable de s'engager de manière très ferme sur l'évolution de ce prix futur du carbone. Si vous n'avez pas ça, voilà, il y a un tel niveau d'incertitude sur quelle va être la trajectoire future que tous ces projets, voilà, ils ont encore lieu d'être et qu'il y a tout un tas de compagnies pétrolières qui continuent à se dire, bah voilà, finalement, forêt, oui, ça peut être rentable. Pour vous, c'est la priorité, parce qu'on sait qu'il y a des projets, par exemple, de discrimination en fonction du caractère plus ou moins brun des investissements, de liquidité, donc en gros que la BCE accepte pas au même taux les collatéraux en fonction de leur caractère plus ou moins brun. Ça aussi, ça doit... En fait, j'imagine c'est un arsenal qu'il faut avoir en tout. Exactement, ça va être un arsenal. Mais si on n'a pas résolu, si vous voulez, la question des anticipations en disant, voilà, c'est terminé. Voilà. Aujourd'hui, il faut mettre un prix qui correspond aux dommages qui sont créés par chaque tonne de carbone émis. Si on n'a pas résolu cela, si on n'a pas fixé de manière très claire les anticipations de chacun en disant, bah voilà, maintenant, le carbone va avoir le prix qui correspond aux dommages qui sont créés, on n'arrivera pas à orienter l'ensemble de ces investissements. Mais en même temps, voilà, la beauté, une fois de plus, de l'économie, c'est qu'une fois que vous avez résolu ces anticipations, ça peut aller très très vite aussi. Un exemple que j'adore citer, c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Okay, en gros, du jour au lendemain, vous avez tout un tas d'industries qui sont obligées de construire des avions parce qu'il faut construire des avions. On dit, c'est impossible, on ne va pas se mettre à construire des avions, on n'a pas les... Le gouvernement dit, je m'en fiche, vous faites ce que vous voulez, je vous donne en gros un peu de transfert technologique, vous savez à peu près comment il faut construire les avions, vous vous débrouillez, dans 1 an, je vous achète ces avions à tel prix. Okay, un prix qui est très élevé à ce moment-là, qui est évidemment beaucoup plus élevé que le prix du marché de produire un avion à ce moment-là. Au bout d'1 an,
ils ont dépassé les commandes de quasiment 50%. Donc la Seconde Guerre mondiale, par exemple, est un exemple très concret. C'est la période où le taux de croissance de la productivité a été le plus élevé de toute l'histoire de l'humanité, d'une certaine manière. Parce qu'une fois qu'on s'est fixé, qu'on a créé les anticipations, qu'on sait l'objectif auquel on veut arriver, et l'ingéniosité humaine est telle que, voilà, et le désir du profit, il ne faut pas se cacher non plus, est tel que vous pouvez aller très vite. Peut-être qu'il faut du coup arriver à fixer ses objectifs. Je vous laisse la parole. Moi, j'aimerais rebondir. Alors, Léana Bosquet, étudiante en communication, j'aimerais rebondir sur ce dont vous parlez avec la taxe carbone, comme quoi il faudrait la mettre très très haute en termes de prix pour dédommager les impacts. Sauf que c'est des impacts qui sont non dédommageables parce que c'est des pertes et c'est de la décroissance totale. Donc, pourquoi donner encore la possibilité au lobbying de pouvoir continuer à forer, continuer à saccager notre planète, juste avec un prix qui est globalement élevé, et on le sait tous, pour leur intérêt, ils n'hésiteront pas à mettre le prix, du coup, même s'il est pour vous d'une manière assez haute. Donc, c'est quoi, enfin, c'est pas vraiment un outil c'est pas une barrière, c'est pas quelque chose qui stoppe finalement. Alors oui et non, c'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec vous sur tout un tas de questions assez profondes, normatives, morales, sur voilà, est-ce que c'est logique de recourir à l'outil prix plutôt qu'à l'outil quantité, à dire bon voilà, c'est juste interdit. Deux points. Alors vous allez m'accuser d'être vraiment un puritariste complètement instrumentaliste, mais c'est pas vrai de dire que l'outil prix marche pas. Si on veut quand même réduire les émissions, et je pense qu'on le veut tous, l'outil prix marche bien. Okay, dès lors que le prix est suffisamment élevé. Donc voilà, les comportements, et on le sait sur ce type de comportement, réagissent assez fortement au prix. Pas partout, pas pour tous, et ça pose d'autres questions normatives et d'autres questions de justice, qui est que voilà, si moi aujourd'hui j'habite effectivement à la campagne et je dois prendre ma voiture parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de transport public, oui, ma capacité à changer mon mode d'émission parce que le prix du carbone a augmenté, c'est pas la même que si j'habite en ville. On est d'accord. Mais au-delà de ces questions de justice redistributive, je pense que voilà, il reste vrai que les émissions répondent au prix et que si on a quand même pour objectif de vraiment limiter les émissions, l'outil prix peut être utile. Maintenant, effectivement, ça ne résout pas la question de savoir si c'est logique, c'est normal, et surtout si on veut essayer de changer de mode de vie, est-ce qu'on n'envoie pas du strict point de vue normatif un mauvais signal en disant non, c'est OK, c'est juste plus cher, okay, au lieu d'essayer de changer, de moraliser, si vous voulez, l'utilisation de certaines ressources. Oui et non, c'est-à-dire que voilà, il va nous falloir les deux, comme on disait un peu avant. Il nous faut voilà, moraliser le tout, il faut un petit peu voilà, shamer les gens qui ont des mauvais comportements, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps à changer ces comportements. On le sait, hein. Enfin, je veux dire, il suffit de voir à quelle vitesse on est revenu à des niveaux d'utilisation du transport aérien juste après la pandémie, qui sont ceux pré-pandémiques, alors que tout le monde nous avait dit ah regardez les gens, ils ont complètement changé leur mode de vie, aujourd'hui voler c'est pas bien, ils ont bien compris. Donc non. Ça prend du temps et c'est difficile de changer ses comportements aussi, mais il va falloir le faire et il faut le faire de manière assez voilà, intense. Mais voilà, l'idée c'est que quand même l'outil prix nous permet d'aller vite et bien pour réduire les émissions et sans doute beaucoup plus vite que régler ça d'un strict point de vue ou bien moral ou bien pure quantité, parce que l'outil de voilà, moralisation, on ne sait pas très bien les utiliser en fait. Enfin, c'est très difficile à changer les normes, et l'outil quantité, il est très sujet au lobbying, comme on l'a dit. Donc voilà, voilà, ma réponse, c'est une réponse de Normand, quoi, mais c'est de dire, bon, finalement, l'outil prix, c'est sans doute pas génial, on est d'accord, il pose plein de questions normatives, mais en même temps, si on veut aller vite, il va falloir s'en servir quand même. Le temps qu'on va se passer le micro à l'arrière de la salle, Nadia Maizi, j'aimerais vous entendre justement sur ce point qui est et l'outil prix et le côté norme et moralisation, et norme morale, pardon, à côté. Oui, alors moi je suis peut-être un peu dubitatif quand même sur l'outil prix parce que je repense à ce pourcentage dont je parlais tout à l'heure, 10% des ménages les plus riches émettent 40% des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est déjà les plus riches, donc bon, si on veut impacter, ben, en fait les riches on les impacte pas beaucoup par le prix. Et voilà, je pense que peut-être être plus
enfin, encore une fois, cette discussion où on parle d'un élément, d'un ensemble de mesures qu'il faudrait mettre en place, c'est toujours un petit peu délicat, mais il faut veiller à ne pas, puisqu'on parlait de justice climatique, à ne pas impacter, encore une fois, ceux qui sont les plus vulnérables et à avoir des effets rebonds qui sont ceux qu'on a pu vivre avec des mesures de ce type, parce que ça s'est traduit au niveau des Gilets jaunes, mais ça a des répercussions aussi sur tous les pays de la planète qui sont encore sur des mix très carbonés et qui ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui et qui ne peuvent que se transformer vraiment en profondeur en essayant de changer le modèle. Moi, je crois beaucoup plus à une transformation vraiment comment dire, beaucoup plus profonde que ça. En fait, là, on parle de mesures qui sont les mesures qui n'ont pas marché jusqu'à aujourd'hui. Vous parliez de sobriété énergétique, de prix. Je pense que le problème est plus grave. Hein. J'ai un peu peur de ça. Et donc, il va falloir repenser en fait tout le modèle dans lequel on est. C'est pour ça que je pense que le premier temps, c'est la prise de conscience. Et le deuxième temps, c'est que ce soit... alors au niveau individuel, c'est une façon un peu facile de culpabiliser les gens, mais ils n'y peuvent pas grand-chose. Ils n'y peuvent quelque chose que s'ils sont intégrés dans un ensemble qui a bougé. Et je pense qu'au niveau des entreprises, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et certaines d'entre elles se posent la question aujourd'hui, c'est une transformation qui doit les amener à réfléchir déjà au sens de leurs produits, et parfois ça peut faire très mal, et à la pérennité en fait de leurs entreprises elles-mêmes, hein, dans le mode de développement et l'usage des ressources dont ils ont besoin. Et qu'un gros impact par rapport à tout ça, c'est la façon dont l'investissement est accompagné et les nouvelles réglementations qu'on met sur le niveau d'investissement par rapport à des secteurs plus ou moins carbonés, donc des limitations en pourcentage pour les fonds qui investissent, avec bien sûr le risque de free riding encore, parce qu'il y aura toujours des fonds qui n'auront pas de scrupules à investir dans les industries les plus polluantes. Mais je pense que ça va en plus avec le fait que si on pense que c'est un vrai sujet, à ce moment-là, même chaque business doit réfléchir sur finalement sa propre contribution. Et sans doute, il y a un indicateur qui devrait changer pour moi, c'est celui du profit. Et c'est plus celui-là qui est valable aujourd'hui si on veut être en ligne avec la question qu'on cherche à traiter. Monsieur. Oui, bonjour. Déjà, merci pour votre intervention, enfin vos interventions, c'était très instructif. Je suis un peu stressé de prendre la parole parce que j'ai pas l'habitude en public. Du coup, je préfère le dire. Je veux juste parler d'un mot qu'on a entendu plusieurs fois, la sobriété. Pour moi, c'est juste un mot marketing pour dire décroissance. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai entendu des conférences de Daniel Linco au Collège de France, et je pense que ce dont il parle, donc les panneaux photovoltaïques, etc., c'est un avenir pas seulement pour la France, mais pour ancrer de l'économie sur les territoires partout dans le monde, pour qu'il y ait une indépendance énergétique partout dans le monde. Et j'aurais utilisé ce dont il parle plutôt que de parler de l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais sinon, j'avais une question. C'est, si on parle du prix du carbone, je me dis que le nucléaire, ils vont être bien contents si on parle du prix du carbone, parce que c'est assez décarboné le nucléaire, enfin il me semble. Voilà. Je ne sais pas qui veut, peut-être dans une optique de réagir vite. Alors je vais déclencher un débat pour ou contre nucléaire, mais est-ce que l'urgence est là? C'est-à-dire d'abord lutter contre le fossile pur et dur, et on accepte le nucléaire ou pas aussi? C'est aussi une question qui se pose autour du nucléaire, et où le prix du carbone peut amener sa part à l'édifice. Mais sur votre question directement, Nadia Maïzi. Oui, alors justement, un des objectifs aussi pour moi, c'est d'arrêter ces clivages. Parce que ça enferme le débat, et là on s'arrête et puis on fait plus rien que de dire t'es pour, t'es contre, t'es oui, non, non, ok. Et vraiment, en fait, il faudrait arriver à dépasser ça.
Il faut réfléchir, je veux dire, le photovoltaïque c'est bien, mais c'est pas partout, et puis derrière des externalités qu'on connaît sur les matériaux critiques, et c'est une filière qui est développée dans certains pays et pas d'autres. Il y a plein de... Et là on peut parler pendant des heures, d'accord ? Donc je pense qu'il faut essayer de, comment dire, d'être réaliste et de se rendre compte qu'il va falloir prendre tout, en fait. Tout ce qu'on a à disposition, c'est vraiment... Aussi, le message du GIEC, le 3e rapport sur les solutions, dit voilà, en fait, on a un panel de solutions et il va falloir non pas que certains gagnent par rapport à d'autres sur celles qui vont être utilisées, mais les articuler de manière pertinente, de sorte qu'on arrive à tirer le potentiel maximum de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il faut le prendre comme ça. Et alors, dans ce rapport, et c'est là où j'étais impliquée, il y a eu pour la première fois un chapitre consacré à la demande. C'est-à-dire que pour la première fois, les gouvernements qui réalisent le cadrage du rapport avec les scientifiques ont posé la question de est-ce qu'il y a du potentiel de diminution des émissions de gaz à effet de serre par rapport à nos usages, donc à notre comportement, et ça renvoie à votre réaction sur la sobriété. La réponse, c'est oui, bien sûr. Oui, et il y a un énorme potentiel si on modifie les modes de vie, les normes sociales et les aspirations de chacun. Mais ça, c'est énorme aussi comme enjeu. C'est pas juste de réduire la température de mon chauffage ou de réduire un petit peu ma mobilité. Ça va beaucoup plus loin. Parce que ce que je dis toujours, c'est... Bon, peut-être que vous avez décidé de devenir végane, mais que comme mes enfants, vous continuez à commander 4 fois par semaine des trucs qu'on vous livre à la maison. Et là, il y a un petit sujet quand même. Non, mais pas forcément vous, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est encore une fois compétition, substitution, consolidation d'un ensemble. Et en réalité, plutôt que des indicateurs, moi, je prêche le bon sens. Il y a des trucs, en fait, c'est... Voilà, c'est une façon de concevoir les choses qui rentrent dans la sobriété. Mais c'est pas la décroissance. Alors, sobriété, c'est pas un mot marketing. Toi, ce que tu veux dire, c'est que sobriété, c'est un mot qui fait moins peur parce qu'on veut pas dire décroissance. Et comme ça, on peut l'utiliser en public, sachant que sobriété, avant, on pouvait pas. Mais bon, peu importe. Pour moi, c'est pas ni l'un ni l'autre. C'est un changement, en fait, beaucoup plus profond sur... la valeur des choses, est-ce qu'il faut continuer à vivre dans des environnements où la publicité nous prône des belles voitures qui roulent sur des routes désertes et où en fait, si elle n'est pas assez grosse, tu n'as pas vraiment réussi ta vie, ou tu descends sur la Côte d'Azur, tu vas faire du jet ski, mais tu es descendu en train, donc c'est pas grave. Enfin voilà, c'est ces incohérences-là qu'il faut quand même commencer à réfléchir fondamentalement, et où il y a plein de choses qui peuvent être remises en question et où ça va obliger à faire des grosses transformations, parce qu'on parle de l'avion, la voiture, mais il y a plein d'autres choses dans notre quotidien qui n'ont, dans le fond, aucun sens et qui se déploient à l'infini. Donc je vous rejoins sur l'idée qu'il y a une modification à faire, mais elle est beaucoup plus globale que de parler d'un concept comme ça qui finalement est très difficile à capter, un peu comme le concept de transition dont je parlais au départ. Moi, j'ai un doctorant qui a fait une thèse sur la décroissance. Je vous engage à la regarder. Et vous verrez que dans décroissance, il y a déjà 15 courants qui se tapent dessus, qui ne sont pas d'accord entre eux. Et qu'en fait, nous, ce qu'on essaie, c'est de quantifier l'impact de la décroissance pour voir vers où ça nous menait. Et ce n'est pas si évident que ça. Peut-être, comme il reste quelques minutes, prendre plusieurs questions à la fois dans la salle. Madame, j'ai vu que vous en aviez une. Bonjour. Je voulais poser une question sur la planification écologique. Est-ce qu'il serait pertinent de mettre la planification écologique au niveau de chaque territoire, et je parle en France en fait, plutôt que de décider à Paris quelque chose qui est donc parisien et qui s'applique à toute la France? Est-ce qu'on ne gagnerait pas en intelligence collective aussi en ayant de la responsabilisation au niveau de chaque territoire? Donc, revenir à quelque chose de plus local. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde en haut aussi, puisqu'on ne vous donne pas forcément... on ne voit pas tout de suite. Monsieur, allez-y.
Bonjour, merci pour vos interventions. Vous parlez de la difficulté de vous faire entendre et de vous faire comprendre, notamment par les décideurs. Et du coup, ça me menait à 2 questions qui étaient, est-ce que vous pensez que les décideurs vont réussir à changer? Est-ce que ça vous a amené à changer votre rôle, au-delà de la pure recherche, à la valorisation, et à changer vos méthodes de valorisation pour convaincre les bonnes personnes efficacement? Est-ce qu'il reste une 3e question? Alors, on répond à ces 2-là. Je ne sais pas par laquelle vous voulez commencer en premier lieu, l'un ou l'autre. Oui, alors par les 2. Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre suggestion. Moi, j'ai travaillé, j'étais expert pour je ne sais plus quel truc, pour la SNBC. Et en fait, il fallait décliner la SNBC. Non, c'est la PPE, pardon, c'est la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, c'était des recommandations, enfin une loi en fait, une loi. Il fallait les décliner sur tous les territoires. Donc ça nous a conduit à évaluer que pour le territoire de Mayotte, chaque territoire devait proposer la déclinaison de la loi et donc fournir un rapport. Donc le territoire de Mayotte, puisqu'il y avait un certain pourcentage de véhicules électriques qu'il fallait déployer sur le territoire, a dit qu'il allait déployer 2 véhicules électriques. Moi, je trouve ça formidable, quoi. Vraiment, c'est complètement délirant. Donc oui, bien sûr, je pense que ce top-down, et même au niveau global de la gouvernance climatique, est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il faut peut-être avoir un canevas, un cadre, et ensuite il faut faire remonter en fait les initiatives et consolider le tout. Et c'est compliqué à faire, mais je pense que chaque territoire est bien plus pertinent pour pouvoir, tout comme chaque région de la planète, savoir ce qu'il est en mesure de proposer, quel type de solutions vont être bien adaptées à cet objectif. Donc oui, pour une planification décentralisée, mais un cadre. Et malgré tout, la planification écologique au niveau du Premier ministre, moi je pense que c'est une option tout à fait intéressante. Si elle est vraiment mise en œuvre, et s'il n'y a pas, je sais pas quoi, un ministère de X et de Y, enfin, où ça se complique. Voilà. Oui, on le voit, le local est souvent, je pense à une autre initiative qui est Territoire zéro chômeur, où on part un peu plus des besoins locaux, ça fonctionne en économie. Du coup, je vous laisse sur le côté économique, j'imagine que vous rejoignez un peu ce qu'il y a. Oui, c'est vrai que nous, les économistes, c'est le modèle qu'on préfère. C'est une forme de décentralisation qui utilise à fond les situations individuelles et leur ingéniosité, tout ça. Mais il nous faut de la coordination. Et donc, on ne peut pas juste avoir... donc, la coordination, elle est justement dans la fixation d'un prix quand même unique du carbone ou quasi unique, dans quand même une forme de coordination avec, par exemple, franchement, la planification écologique qui soit mise directement dans le domaine de compétences du Premier ministre. Oui, ça c'est vraiment, à mon avis, important. On ne peut pas non plus se passer de ce type de coordination. Donc ça, c'est important. Mais voilà, le côté, le politburo a décidé et ensuite on décline. On a cette image que c'est très efficace parce qu'évidemment, ça a marché pour les 2-3 premiers plans soviétiques. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas le modèle idéal. Et sur la question de comment on adapte son discours. Oui, alors ça, je trouve que c'est une super question parce que encore faut-il avoir un discours. Moi, ce que je reproche beaucoup à mes collègues économistes et ce que je me reproche à moi aussi, c'est de ne pas travailler suffisamment, de n'avoir pas d'éléments suffisamment importants et utiles à apporter à ce débat. Donc, avant même de changer la dissémination, il faut que tout le monde se mette au boulot, dans le monde académique, dans les sciences sociales, chez les économistes et tout ça. Est-ce que c'est pas une frilosité aussi de la recherche, ça? C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas bien positionné dans son champ, et on sait aussi qu'il est difficile de porter un discours... Oui et non, je pense que c'est un problème plus général qui est que la plupart des questions importantes, les économistes se les posent habituellement en dernier. La question des inégalités de genre, la question du réchauffement climatique, tout ça, c'est aussi une forme d'enfermement dans une bulle académique qui n'est pas nécessairement propice à être directement responsable de sa recherche devant le débat public. Il y a une forme d'isolement du monde académique parfois qui est un peu tragique et qui s'opère à mon avis vraiment très très fort dans certains champs des sciences sociales comme l'économie. Mais après...
Oui, de toute façon, il va falloir être capable d'adapter nos formes de dissémination et peut-être être parfois un peu plus agressif dans nos formes de dissémination et être inventif aussi. Donc ça, oui, non, je l'appelle de mes voeux aussi. Mais d'abord, essayons de commencer par contribuer, de commencer à se mettre au travail. Nadia Maïzi. Oui, alors moi, par rapport à votre question, effectivement, j'ai énormément changé Enfin, j'ai déplacé, on va dire, mon curseur par rapport à mon positionnement académique pour, en particulier avec la sortie du rapport du GIEC, porter en fait les résultats. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que chez les académiques, il y a un petit côté snob quand même. C'est très bien de faire de la recherche dans ton domaine de confort et avec la petite communauté qui t'entoure. Et c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu mal vu quand même de faire la vulgarisation comme ça et de perdre ton temps à aller parler à des gens qui ne sont pas de ton niveau intellectuel. Donc, moi, ça me... Non, mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un état de fait, hein, c'est une réalité. Je confirme, en ayant fait un peu de recherche, moi, des directeurs de labo m'ont dit, mais non, ne va pas là-bas, tu vas perdre ton temps. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. Et donc, moi, je l'assume absolument et ça ne me pose aucun problème. De toute façon, moi, j'ai toujours fait ce que je voulais, donc je ne vais pas m'arrêter. Et je pense que maintenant, en réalité, c'est cette urgence qui fait que si on ne fait pas ça, nous, on n'aura pas joué notre rôle et on pourra se le reprocher, quoi. Moi, je le fais vraiment par conviction et en me disant qu'aujourd'hui, je porte la parole. Voilà. Des quatrièmes, des troisièmes, des sénateurs, des députés, des gens qui font une réunion d'association, peu importe, je pense que c'est très important parce que j'ai cette conviction que maintenant, si on n'est pas capable de faire passer notre science au niveau de ce qu'elle apporte pour ce grand problème de société, on aura failli. Donc, si on prétend qu'il est urgent de le faire, on ne peut pas rester dans nos labos, dans nos bureaux et attendre que ça se fasse tout seul. Et je crois que c'est sur ces mots qu'on terminera cette séance et ça correspond assez bien, je pense, au projet de la Cité de la Réussite. Merci encore à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci.